That's my new knife. Got for Christmas. Thank you. Bought it myself. My dad would be very proud. I like to collect knives. When he sees weakness or a woman crying, he just comes at you harder and harder. He told me how much he hated me. Where's my coffee? I don't like talking about what happened to her. Aujourd'hui, nous allons nous rendre dans la ville de Durham, en Caroline du Nord. Avec ses 27 500 habitants, cette ville est connue pour abriter un certain nombre d'universités, d'institutions culturelles et de nombreuses entreprises. La famille Abaroya réside à Verand Drive, dans le nord-est de Durham. Raven Abaroya est issu d'une famille mormone et a rencontré Janet Christensen à l'université de Virginie. Les deux, qui étaient des joueurs de football dans leur université, ont rapidement commencé à se fréquenter. Ils ont tous deux choisi cette université car c'est l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Elle est parfois surnommée église mormone et les membres sont carrément appelés les Mormons. Ces surnoms, initialement tolérés par les membres de l'église, ont pour origine le livre de Mormon. Elle est régie par beaucoup de règles de conduite dont l'une des règles était le respect de soi. Raven et Janet étaient des athlètes de l'université. Bien qu'ils soient en couple, ils n'avaient jamais eu de relation. En effet, ils portaient des sous-vêtements mormons car l'une des règles mises en avant dans l'église mormone était le vœu de chasteté. Les étudiants non mariés avaient donc l'interdiction d'avoir des rapports entre eux. En 1990, Raven vivait avec Janet qui était issue d'une grande famille aimante. Elle avait 9 frères et sœurs. Elle est tombée follement amoureuse du charmant Raven dès qu'ils se sont rencontrés en 1998. 2 ans plus tard, en août 2000, ils décident de se marier. Peu de temps après ce mariage, ils déménagent dans la ville de Smithfield, assez loin de l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Ils ont par la suite trouvé des emplois dans la même entreprise qui commercialisait des articles de sport. Ils louaient une maison dans la banlieue de Ferrand Drive, tout allait bien entre eux, ils tentaient même d'avoir un bébé. Toutefois, leur relation a commencé à se dégrader. En 2003, Raven avoue à Janet qu'il lui a été infidèle, qu'il avait une relation et qu'il souhaitait mettre un terme à leur histoire. En réalité, il avait même plusieurs maîtresses en même temps. C'est à ce moment-là que Janet découvre qu'elle attend un heureux événement. Malgré sa tristesse, elle décide de pardonner à Raven et ils se donnent tous deux une seconde chance. Quelque temps plus tard, elle accouche d'un joli bébé nommé Kaiden. La venue de Kaiden n'était pas prévue. Malgré tout l'amour qu'ils portaient à leur enfant, il n'y avait pas une once de sentiment entre eux. Un malheur ne venant jamais seul, la situation financière a commencé à se dégrader fortement, mais ils n'en tiennent pas compte, ils étaient encore dans l'euphorie de l'arrivée de ce bébé. Ils décident de se rendre à l'église pour obtenir de l'aide. Leur communauté les a aidés comme ils pouvaient financièrement, mais ils ont commencé à accumuler des retards de loyer. Leur propriétaire a décidé d'être indulgent et compréhensif avec eux, mais leur situation ne s'améliorait toujours pas. Ils travaillaient tous deux dans une entreprise nommée Sport Endeavour. Malgré leurs salaires respectifs, vu que les dettes se cumulaient, il ne restait rien à la fin du mois. Raven vole alors sa propre entreprise où il est employé. Il avait commandé une trentaine de paires de baskets au nom de l'entreprise, mais a fait livrer la commande à son propre domicile, puis a vendu les chaussures par lui-même sous le pseudo Football Guy. Le fournisseur a fini par contacter l'entreprise sportive en leur réclamant le paiement de la livraison. Sauf que l'entreprise a refusé car il disait ne jamais avoir reçu la livraison. Après recherche, ils se rendent compte qu'elle avait été livrée au domicile personnel de Raven. Il est alors licencié et poursuivi pour détournement de fonds en mars 2005. 2 mois plus tard, la situation du couple a empiré. Le soir du 26 avril 2005, Raven est parti jouer au foot avec des amis. Il a quitté son domicile vers 20h en laissant derrière lui Janet et Kaiden. Il dira qu'en partant, il l'a laissée en train de regarder la télé, allongée sur le lit. Elle s'assoupissait doucement car elle était de nouveau enceinte pour la seconde fois et très fatiguée. Quand il a regagné son domicile après 22 heures, la maison était sombre et silencieuse et dans la chambre, il a retrouvé Janet à genoux, couverte de sang. Janet, qui est alors âgée de 25 ans, est déclarée morte. Raven appelle immédiatement le 911. Les secours n'ont rien pu faire à leur arrivée. Janet était dans une mare de sang. Raven était hystérique et hyperventilée.
Il pensait qu'elle s'était faite cela elle-même. L'analyse de la scène de crime a contredit sa version. Janet n'avait pas été abattue comme le disait Raven auprès de l'opérateur du 911, elle avait été poignardée à plusieurs reprises. Des empreintes digitales et des empreintes de pas ont été retrouvées sur les lieux du crime. Un ordinateur avait été subtilisé ainsi qu'un couteau qui appartenait à Raven. C'était un collectionneur de couteaux. That's my new knife. Got for Christmas. Thank you. Bought it myself. My dad would be very proud. I like to collect knives. Bizarrement, des bagues en diamant avaient été laissées sur le comptoir. L'enquête était en cours, et même si des éléments semblaient étranges, il n'y avait aucune trace d'entrée par effraction et la porte était verrouillée. Raven dit s'être absenté pour rejoindre des amis au foot. Quelques jours après le meurtre, Ryan quitte tout simplement la ville. Il rejoint l'Utah avec son fils Kaiden pour être avec sa famille, ce qui peut être compréhensible après ce qu'il a vécu. Pour d'autres, il semblait fuir quelque chose. Juste après le meurtre, il a pris un avocat et ne s'est plus jamais exprimé. La famille nombreuse de Janet, une fois avisée, est immédiatement arrivée sur les lieux et a commencé à offrir des récompenses pour aider à résoudre ce crime. Ils venaient tous de Pennsylvanie. C'est d'ailleurs à cet endroit que Janet a fait un dernier voyage pour y être enterrée auprès de ses proches. Raven, quant à lui, avant de se rendre à l'enterrement, a passé un dernier appel. Il a joint sa banque pour débloquer l'argent de l'assurance vie de Janet. Elle valait morte $1,5 million. Et bien qu'ils aient rencontré de grandes difficultés financières, Raven s'est toujours assuré de payer la police d'assurance tous les mois. Les empreintes de pas à l'extérieur de la maison et empreintes digitales retrouvées sur la baie vitrée ne matchaient pas avec celles de Raven. 2 mois après la mort de Janet, Raven a plaidé coupable pour 2 accusations de détournement de fonds à la suite du procès intenté par son dernier employeur et a été condamné à 2 ans de probation et à rembourser $10 000. Raven joue l'homme triste et amoureux de sa femme décédée et lui a même dédié un site web. Plus tard, il déménagera de nouveau dans l'Utah avec l'assurance vie en poche et son fils Kaiden et sa nouvelle vie. Alors qu'il passe du bon temps à Salt Lake City, la ville de Durham était toujours aussi concernée par l'enquête et des mises à jour étaient faites régulièrement. Les gens s'interrogeaient de plus en plus sur la disparition de Raven, sur la nouvelle femme qu'il avait rencontrée à Salt Lake City nommée Vanessa. Raven dit à Vanessa que quelqu'un s'était introduit à son domicile par effraction et avait fait du mal à Janet. Il a bien évidemment omis de lui dire qu'il était le principal suspect dans cette affaire. Vanessa était sous le charme de Raven et a bu sa version des faits. Il l'avait convaincue de son innocence. La famille de Janet s'est rapprochée de Vanessa pour l'avertir sur la dangerosité de leur ancien beau-fils Raven, mais elle n'a pas tenu en compte leurs avertissements et accepte la demande en mariage de Raven. Les années passées et aucun nouvel élément n'avait été trouvé concernant l'affaire. En parallèle, le mariage de Raven et Vanessa battait déjà de l'aile. Raven était un homme compliqué. Il devenait de plus en plus abusif avec Vanessa. Il a commencé par les mots jusqu'aux violences physiques. Un jour, il l'a poussée violemment au sol et a dit qu'elle avait simplement trébuché. Vanessa a commencé à craindre et avoir des doutes sur son non-implication dans le meurtre de sa précédente épouse. Elle demandera l'annulation du mariage qui n'aura même pas tenu 6 mois. 4 ans après le meurtre, tout le monde soupçonnait Raven, mais malheureusement aucune preuve directe ne le liait à l'affaire. Les preuves retrouvées ne matchaient ni avec lui, ni aucune personne présente dans les fichiers de police. Il n'y avait aucune trace d'effraction, la maison n'avait pas été retournée et Janet n'a même pas essayé de se défendre. D'une part parce qu'elle était épuisée par sa grossesse et d'autre part parce qu'elle craignait sûrement de réveiller son bébé qui se trouvait dans la chambre voisine. Connaissait-elle son agresseur ? À la fin de l'année 2009, un nouvel enquêteur a pris en charge l'affaire. La première chose qu'il a faite est de joindre Raven. Durant l'appel, Raven, qui est devenu un vlogueur, a enregistré son entretien avec l'enquêteur et sa réaction suspecte suite à l'appel. La police a ensuite fait une grande avancée dans l'affaire en exhumant le corps de Janet. Janet avait pour habitude d'enlever ses lentilles pour aller dormir comme la plupart des personnes détentrices de lentilles. La police avait également remarqué que le soir du drame, la boîte de lentilles était vide posée sur le lavabo. Après analyse du corps, la police remarque que Janet avait toujours ses lentilles. Elles étaient un peu dissoutes mais intactes. Une autre incohérence apparaît dans l'histoire de Raven. Si elle portait toujours ses lentilles, c'est qu'elle n'était pas au lit comme il l'indiquait. Une autre incohérence apparaît également. Raven avait dit qu'un ordinateur avait été subtilisé le soir du drame. La police a mis la main sur plusieurs CD. L'un d'eux comportait une sauvegarde de la totalité de l'ordinateur. Elle avait été faite le 25 avril 2005, la veille du meurtre de Janet et du prétendu vol de l'ordinateur. Sur une vidéo de surveillance d'une boutique où Raven s'était rendu la nuit du drame, on voit qu'il porte un haut différent à l'arrivée de la police. Il a donc pris le temps de se changer entre-temps. 1 mois après la vidéo de Raven, il est arrêté.
Une annonce est faite pour aviser de son arrestation suite aux accusations de meurtre sur son ex-épouse enceinte Janet en avril 2005. Durant son procès, on diffuse son appel passé au 911. Beaucoup de femmes ont témoigné contre lui, dont sa dernière épouse Vanessa, qui racontera comment il était sadique et violent avec elle. When he sees weakness or a woman crying, he just comes at you harder and harder. He told me how much he hated me. La défense rappellera que les empreintes ne correspondent pas à Raven et qu'un chien de police amené sur la scène du crime avait emmené les policiers jusqu'à un ruisseau situé à l'arrière de la maison, comme si un agresseur avait fui par là. Après le procès, le jury n'a pas réussi à se mettre d'accord. 11 jurés l'avaient jugé coupable et un seul non, et c'est ce qui bloquait car la décision devait être prise à l'unanimité. Le juge a donc prononcé la nullité du procès. Un an plus tard, le second procès débute. Après un accord avec le procureur, Raven accepte de reconnaître sa culpabilité pour homicide involontaire. Il dira avoir opté pour cela car il n'avait pas bénéficié d'un premier procès équitable et qu'il craignait que cela se reproduise à ce second procès. Il a été condamné de 8 à 10 ans de prison. Compte tenu du temps qu'il avait déjà passé derrière les barreaux, à savoir 4 ans, le jour de Noël 2017, Raven est libéré. Aujourd'hui, il continue de vivre sa vie dans l'Utah. La famille de Janet dira ne pas avoir eu de justice et qu'ils ne sauront jamais ce qu'il s'est réellement passé le jour du drame.